Et bonjour Elise, bienvenue à Bonjour. cette émission. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de comment bien démarrer sa pratique privée. Donc c'est une émission qui est partenariat avec l'AQA, donc l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Toi-même en tant qu'orthophoniste et fondatrice de Orthophonie Vocalis. Et puis moi je suis là en tant que fondateur de Colib, qui est un logiciel de gestion pour les praticiens de santé et bien-être. Donc évidemment on sert des orthophonistes. Et donc, voilà, dans ce cadre, on va présenter ce sujet. Si tu veux, on peut commencer par une petite présentation de toi-même, Élise. Donc, je te laisse la parole pour ça. Oui, alors moi, je suis orthophoniste depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Je viens, dans le fond, depuis les 2 dernières années, de démarrer ma pratique privée. Par contre, auparavant, j'ai surtout travaillé au public là, dans les milieux de soins aigus. Donc, la pratique privée, j'ai fait un petit peu de pratique privée là, au début de ma carrière, mais pas très longtemps. Donc là, depuis 2 ans, j'ai vraiment basculé en pratique privée complètement, puis une pratique privée que j'ai démarrée moi-même, là. Donc, je suis pas dans le bureau de quelqu'un d'autre. Vraiment, j'ai débuté ça moi-même. C'était dans le contexte où j'ai déménagé. Alors, j'ai dû quitter mon emploi au public et là, je me suis retrouvée, c'est ça, à devoir définir quel allait être mon milieu de travail et j'ai choisi le privé. Donc, rapidement, là, moi, principalement, je fais du trouble hormonio-fonctionnel, des troubles de la voix, puis un petit peu de troubles neurologiques aussi, mais ma majeure, c'est vraiment plus les troubles hormonio-fonctionnels, puis les troubles vocaux. Puis, pour l'instant, je suis toute seule, là, dans ma pratique, mais on verra où l'avenir va me mener, mais pour l'instant, je suis toute seule. Excellent. Merci beaucoup, Élise. Et ouais, félicitations déjà pour ce démarrage et 2 ans d'activité. Merci. C'est une belle réussite et comme beaucoup, Mhm. ouais, ça démarre tout seul, mais avec peut-être le temps, tu pourras avoir d'autres personnes avec toi, Oui, j'en suis sûr. peut-être, ouais. Voilà, et donc moi-même, je m'appelle Thibaut Bréboin, donc je suis le fondateur de l'entreprise Colib. Donc c'est un logiciel de gestion pour les praticiens de santé et bien-être au Canada. Donc évidemment, on sert des clients comme les orthophonistes, les audiologistes, et après on a beaucoup d'autres praticiens comme beaucoup de praticiens de santé mentale, donc voilà, conseillers, psychologues, travailleurs sociaux, et voilà, on sert des clients partout au Canada. Donc évidemment, on est une entreprise bilingue. On sert vraiment, ça c'est une de nos fiertés aussi, on sert à 100% dans les deux langues. Donc évidemment, on a beaucoup de clients, que ce soit donc au Québec, mais aussi dans les provinces bilingues, comme le Nouveau-Brunswick, aussi par exemple la zone de Ottawa et Gatineau. Voilà, donc ça on est vraiment content de pouvoir servir nos praticiens dans les langues officielles et aussi que leurs clients puissent être servis donc en français notamment. Et voilà, et moi plus personnellement, donc je suis canadien et français. Je suis entrepreneur depuis le début de ma carrière professionnelle. J'ai créé 3 entreprises, donc Olib est la dernière, et donc plutôt dans la partie technologie et entrepreneuriat. Et puis j'ai toujours aussi travaillé dans le domaine de la santé et du bien-être, pas en tant que praticien donc, mais en tant que plutôt que une personne qui amène de la technologie, qui amène on va dire des solutions pour améliorer quand même euh, voilà, les soins, pour faciliter, on va dire, la vie des praticiens. C'est vraiment pour ça qu'on a démarré Colib. Et donc aujourd'hui, on fait cette émission ensemble. Et moi particulièrement, je suis là pour donner, on va dire, un partage d'expérience puisque je parle avec des praticiens tous les jours dans le cadre de mon activité avec Colib et des praticiens qui démarrent leur activité. Donc là, on est là tous les deux pour donner un maximum de partage d'expérience, peut-être de conseils et de choses vécues pour aider les prochains qui, on l'espère, vont pouvoir démarrer aussi leur activité. Voilà, donc avec ça, on va démarrer. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sujets. Et le premier, c'est l'optimisation de l'emploi du temps et comment définir son emploi du temps. Donc, il y a des avantages, des inconvénients à être en pratique privée. Peut-être un des avantages, ça va être la flexibilité. Quand on démarre son activité privée, on va pouvoir définir quand est-ce qu'on travaille, quel est son cadre. Et donc, ce qui est important, je pense, et ce que je vois très souvent, c'est qu'évidemment, il y a d'autres choses que le travail dans la vie. Donc, il y a la vie de famille, il y a les loisirs, il y a tout cet aspect personnel. Donc, définir son cadre, c'est quelque chose qu'on va faire, on va pouvoir faire dès le départ et, et voilà, et bénéficier de cette flexibilité. Après, on va dire que d'un point de vue plus pratique, et notamment dans un système de gestion, peu importe que ce soit Colib ou un autre, évidemment,
Il y a vraiment deux écoles. Il y a la prise de rendez-vous soi-même, c'est vraiment la partie qui permet de garder le plus de contrôle et donc de pas avoir de surprise et de voilà de s'occuper de créer les rendez-vous pour ses clients. Et puis l'autre option, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Donc là, évidemment, une petite perte de contrôle puisque ça va être peut-être un peu plus aléatoire si on ouvre des horaires. Et voilà, évidemment, les avantages, ça va être le gain de temps. Ça va permettre d'offrir plus de flexibilité aux clients pour choisir. Ça va peut-être même faciliter la prise de rendez-vous pour certains qui ne l'auraient pas fait aussi automatiquement. Voilà, donc c'est les deux considérations clés, je pense, au départ. Et puis voilà, Élise, je vais peut-être te passer la parole. Comment ça s'est passé toi quand tu as démarré ton activité? Comment tu as choisi, comment tu as fait tes choix pour l'horaire Mhm. et la prise de rendez-vous? Ouais, ben en fait, moi, comme j'expliquais, c'est ça, c'est que je suis déménagée donc dans une nouvelle région. Fait qu'évidemment, au départ, j'ai regardé ce qui se faisait au public, mais c'est ça, tu sais, dans les inconvénients versus les avantages, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé au public, ben, c'était très loin de chez moi. J'avais pas nécessairement accès à la clientèle que moi, je préférais voir. Puis souvent, il fallait que je combine là, 2 jours ici, 2 jours là. Alors, tu sais, quand on regarde les avantages de la pratique privée, le fait d'être près de chez moi, donc j'ai trouvé un bureau qui était prêt. Je choisis la clientèle et comme tu dis, ben, on choisit notre horaire. Donc, si moi je vais avoir congé tous les vendredis, j'ai pas de permission à demander à personne, je peux le faire. Donc, je suis près de chez moi, je suis près de mes loisirs, du plein air que je fais. Je peux aller faire du plein air sur l'heure du dîner, puis c'est vraiment génial. Fait que pour ça, j'ai vraiment vu les avantages là, de la pratique privée. Puis aussi pour la clientèle, j'ai quand même eu des petites craintes au début parce que, comme je disais, moi, bon, le 0,5 ans langage, j'en fais pas. Puis c'est surtout dans ce domaine-là qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, quand on se lance en son privé avec cette clientèle-là, des fois, ben, c'est assez facile là, d'avoir de la clientèle, même que les listes d'attente débordent. Par contre, dans ce que moi je faisais, je n'étais vraiment pas garantie là, d'avoir énormément de clientèle. Et évidemment, ça a commencé doucement. Donc, je pense qu'il faut, ben, moi, en tout cas, eu la chance d'avoir un conjoint qui était très supportant, veut pas au niveau financier, parce qu'au départ, c'est pas du jour au lendemain là, qu'on a un salaire, mettons, décent ou adéquat pour survivre ou vivre notre vie. Mais en y mettant le temps et tout, ça s'est bien fait, là, certainement. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Pour la prise de rendez-vous, moi, effectivement, au début, j'avais un peu peur là, de laisser les gens réserver par eux-mêmes. Pour exactement la raison que tu as nommée, c'est-à-dire que ben, tout à coup, on a quelqu'un qui a pris un rendez-vous, on n'a pas trop d'informations, puis là, on a la personne dans notre bureau, puis finalement, ben, on pensait que c'était un cas, je sais pas moi, de voix, puis finalement, c'est complètement autre chose. Donc là, on est un peu déstabilisé. Par contre, là, moi, pour l'instant, je prends encore mes rendez-vous moi-même, mais je m'apprête à utiliser la fonctionnalité de laisser les gens réserver. Puis pour éviter, dans le fond, cet aléatoire-là, puis Mhm. de pas trop être sûr de qui se présente, j'ai quand même développé un formulaire qui va permettre vraiment de trier. Puis si c'est pas sûr, ben à ce moment-là, je vais appeler les gens là, quand je vais voir que le rendez-vous s'en vient peut-être dans la semaine d'après. Mais globalement, je pense que je vais bien réussir à les trier de cette manière-là. Mais j'ai quand même pris le temps de faire un beau gros formulaire qui est très précis là, Ouais. pour y arriver. Mais c'est sûr que je vais sauver énormément de temps. Pour l'instant, je suis encore à un niveau où le nombre de demandes est suffisant, mais pas trop intense pour que j'ai pas le temps de le faire moi-même. Mais je vois venir qu'à un moment donné, c'est ça, va falloir que ça se fasse de manière un peu plus automatisée parce que je veux mettre plus de temps sur la clinique, là, évidemment. C'est ça, ouais. C'est vrai que bah, l'automatisation, c'est quelque chose qui va permettre de gagner du temps, mais effectivement, il faut pouvoir bien le faire et être à l'aise avec tout ce que ça implique. Mhm. C'est vrai que quand je pense à ton explication ou ton partage d'expérience, ça me fait penser que c'est souvent un petit peu parfois quelque chose ouais, qui peut faire peur. J'ai vu beaucoup de praticiens démarrer avec la prise de réservation en ligne simplement pour les consultations. Par exemple, parfois ils vont prendre un premier rendez-vous qui est juste peut-être 15-20 minutes pour s'assurer que effectivement c'est bien un client qui va correspondre, qui va être voilà, un cohérent, on va dire, en fonction Ouais, des services proposés. Et puis ensuite, pour pouvoir prendre les rendez-vous suivants après, un peu plus manuellement. c'est ça. Mais ouais.
Ouais, puis c'est ce que je faisais au début. En fait, moi, j'appelais ça une consultation téléphonique gratuite. C'est Fait que ça. c'était comme une façon, dans le fond, de parler avec les gens, puis de comprendre c'était quoi la problématique, puis être sûr qu'il y aurait vraiment, ils bénéficieraient vraiment d'une orthophoniste. Mais je réalise, c'est ça, que ça prend beaucoup de temps. Fait qu'au Mhm. départ, c'était un super moyen d'attirer la clientèle. Mais là, c'est sûr que là, quand on commence à avoir plus de demandes, ben, on peut peut-être plus délaisser ça, puis laisser les gens plus, tu sais, s'ils ont des questions, évidemment, les répondre, là, mais de les faire plus C'est eux-mêmes. ça. Ouais. Fait que ça évolue, c'est sûr que ça part d'une certaine manière, puis ça évolue par la suite, là. C'est ça. Puis ça me fait penser aussi que c'est vrai je n'en ai pas trop parlé sur cette première, on va dire ce premier sujet, mais il y a vraiment beaucoup de cas aussi de démarrage, comme toi, c'était un cas de voilà de déménagement. Il y a des gens qui vont démarrer en sortant de leurs études, Mhm. ils veulent démarrer l'activité privée dès le départ. Il va y avoir des gens qui travaillent à plein temps, puis commence à avoir un petit peu des clients privés sur le côté. Donc ça, c'est possible aussi de restreindre Ouais. un petit peu cet horaire-là, ou alors Mhm. même une reprise après comme un congé, maternité ou autre. Donc c'est vrai que beaucoup de cas différents. Ouais, effectivement. Super. Bon, je vais passer au deuxième sujet qui concerne les transactions financières. Voilà, donc ça, évidemment, c'est une des choses très importantes. On travaille, donc on doit se faire payer, évidemment. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Euh, moi, vraiment, un des conseils que je peux donner à n'importe qui démarre son activité privée, c'est vraiment d'utiliser un système, quel qu'il soit, mais le plus automatisé possible, donc un système tout en un. L'avantage, en fait, c'est que ça va permettre de gagner beaucoup de temps quand on met déjà les informations, donc du client, puis du rendez-vous dans le système. Donc, en fait, ça permet en quelques clics d'avoir déjà une facture ou un reçu qui est prêt avec la date, avec la description du rendez-vous, avec le prix, avec tout ça. Euh, Ça, j'ai vu vraiment des gens me dire passer de 10 minutes à faire une facture ou un reçu sur Word en faisant les choses un peu manuellement, puis l'envoyant, à un système qui fait ça tout en un. Donc voilà, ça c'est dès le départ, ça peut faire gagner vraiment beaucoup de temps. Après, dans les méthodes de paiement, il y a plusieurs écoles avec leurs avantages et inconvénients. Donc, le plus courant, c'est et aussi, en fait, ça va être de pouvoir combiner les deux. Évidemment, donc il y a les paiements sans frais, donc comme les transferts Interac, l'argent liquide, les chèques. Il y a peut-être d'autres méthodes. Où là, l'avantage, ça va être vraiment de pouvoir économiser sur les frais, donc parce qu'il n'y a pas de frais de transaction. Et ça marche très bien quand on connaît ses clients, quand on a l'habitude qu'il n'y a pas vraiment de soucis sur des retards ou de devoir courir un petit peu après les clients. L'autre option qui est un peu plus euh, efficace et coûteuse parfois, donc c'est le paiement en ligne. Alors je dis coûteux parce qu'évidemment, avec les cartes de crédit et tout ça, il y a un frais de transaction. Mais évidemment, c'est une facilité, un gain de temps, puisqu'en un clic, tout est fait. Donc, le paiement est envoyé, puis il va transiter vers le compte bancaire automatiquement. Les reçus sont envoyés. Ça peut aussi avoir un effet un peu psychologique sur le fait de, quand il y a une carte de crédit ou débit d'ailleurs au dossier, euh, bah, réduire les taux d'annulation ou tardive ou les non-présentations, voilà, où les gens vont prendre un peu plus la chose au sérieux. Parfois, évidemment, ça dépend toujours des clientèles. Et en fait, moi, ce que je vois et ce que je conseille très souvent, c'est de faire un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est possible de demander une carte de crédit, mais pas forcément de l'utiliser. Et là, donc, l'avoir au système au cas où, mais après se faire payer par un autre moyen comme Interac. En fait, vraiment, le combo que je vois le plus souvent, c'est demander la carte de crédit comme ça, si besoin, elle est là. Et puis ensuite, se faire payer par e-transfert, qui permet d'avoir aucun frais. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai constaté, moi, au quotidien. Mais voilà, Elise, je serais intéressé de savoir, et je suis sûr que tout le monde serait intéressé de savoir comment ça s'est passé pour toi et quels ont été tes Oui. choix au démarrage, puis par la suite. Ben, c'est ça. Au départ, ben là, moi, évidemment, j'ai Colib maintenant, mais au départ, j'avais pas Colib. Puis, je savais que je voulais aller vers quelque chose tout en un comme ça parce que de nos jours, je pense que c'est vraiment la façon d'être efficace, d'avoir tout au même endroit. Donc, c'était ça que je visais. Mais c'est toujours une question au début, ben, on n'a pas beaucoup de revenus, donc on essaie de limiter nos dépenses. Donc, veux pas, j'ai pas été vers ça dès le départ pour limiter mes dépenses, mais mon Dieu, que c'est long, faire des factures à la main, puis tout faire à la main, tout séparer, avoir 1 000 documents dans le dossier d'un un dossier patient, c'est vraiment pas génial. Donc là, je le vois, là, créer le dossier avec toutes les infos, parce
parce que de toute façon, on est tenu d'avoir, tu sais, le nom, l'adresse, on est obligé de consigner ça dans notre dossier. Donc là, je le prends une fois, comme je le ferais normalement, mais ça va toujours déjà aller sur les documents qui sont générés, comme les notes ou les factures et ces choses-là. Donc, j'ai pas besoin de toujours les re-rentrer, les réécrire. Fait que ça, c'est vraiment génial pour sauver du temps. Puis, comme tu le dis, les virements Interac ou les e-transferts, dans le fond, c'est vraiment la chose, tu sais, qui est quand même assez facile. La plupart des gens peuvent faire ça et donc ça ne me coûte rien d'avoir ce mode de paiement-là. Par contre, ce que je réalise là, depuis les 2 dernières années, avec le volume qui augmente de clientèle, c'est qu'il faut, veut pas faire des suivis parce que souvent les gens vont faire le virement quand ils ont quitté. Malheureusement, là, l'Internet rentre pas très bien dans mon bureau. Ça peut toujours être possible de le faire dans le bureau, puis à ce moment-là, c'est réglé, on n'a pas à faire de suivi. Moi, ça marche pas de cette manière-là. Donc, j'ai des fois, il faut que j'aille vérifier. Tu sais, la plupart des gens paient rapidement, Mhm. mais il faut quand même s'assurer, tu sais, d'aller vérifier que ça a bien été fait. Donc, encore là, je suis en train de regarder pour passer, comme tu dis, à l'espèce d'hybride. Euh, Bien honnêtement, c'est assez modique, là, les frais aussi pour ce qui est du Stripe, là. Euh, Tu sais, c'est pas la fin du monde. Fait que, tu sais, des fois, pour avoir cette tranquillité d'esprit-là, de pas avoir à aller vérifier puis que ça se fasse plutôt. Ben, faut quand même aller vérifier quand même, là, j'avoue. Fait que, bref, mais c'est une belle option. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, pour les frais d'annulation, le fait d'avoir pris les infos de paiement dès la réservation du rendez-vous, ça, c'est clair que je m'en vais vers ça aussi parce que bien, c'est rare, je touche du bois, que les gens n'aient pas payé ou qu'ils ne se soient pas présentés à un rendez-vous. Très rare, mais c'est très fâchant quand ça arrive puis qu'on n'est pas capable d'aller mettre la main sur les frais d'annulation. Euh, donc, cette manière-là, tu sais, de déjà avoir les infos puis de facturer les frais d'annulation, c'est vraiment une belle option pour pas avoir à courir après les gens, là. C'est ça, ouais. C'est vrai que je pense que ça reste quand même très rare, mais je pense Mhm. qu'il y a vraiment un aspect psychologique, le fait qu'on sait que, ah, il y a ma carte qui est au dossier, donc là, bon, je sais que si je me comporte pas de manière correcte ou j'annonce pas à l'avance que je dois changer, ça a forcément son effet. Et puis après, je pense que moi, ce que je vois, c'est que c'est en fait très peu utilisé, mais juste le fait que ce soit C'est là, ça ça. aide. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est clair que c'est une bonne option. Et ouais, et puis comme tu disais par rapport au, en fait c'est vraiment personnel le côté euh, utiliser Interact parce qu'il n'y a pas de frais versus se dire que finalement ça commence à prendre du temps. Moi je le vois c'est plutôt quand les cliniques commencent à grandir, qu'il Mhm. commence à y avoir beaucoup de volume. Et là en fait peut-être les personnes qui gèrent les cliniques se disent est-ce que j'ai envie de passer une journée ou une demi-journée ou etc. par semaine ou par mois ou voilà ou alors limite avoir quelqu'un qui employer une personne administrative pour Ouais. ça versus la facilité de pouvoir juste le faire. On a juste un statut et voilà tout est fait automatiquement. Mhm. Donc c'est vraiment un choix un peu personnel à chacun, mais en tout cas les options sont là. Puis les frais, en fait, tu sais, je disais, sont assez modiques. Puis en plus, il faut voir que, ben, comme on est travailleur autonome, on est une petite entreprise au fond, puis ces frais-là sont déductibles d'impôt. Donc, Ouais. dans le fond, à ce moment-là, on peut même en récupérer un tout petit peu, là. Fait que, tu sais, on peut le C'est ça, voir bah, comme ça comme aussi. tout Puis, frais professionnel, ça va être retiré du revenu. ça. Puis si on a plus de temps, ben, on voit plus de clients, donc on C'est ça. récupère un Nous, peu, tu sais. c'est notre moto, on va dire, Ouais. avec Olib. On est vraiment là pour essayer de, pas que sur les paiements, mais vraiment tout le système, hein. C'est, Mhm. le moins de temps vous passez à faire l'administratif, le plus de temps il y a pour les clients. C'est Et a ça. priori, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, voilà. Très bien. Eh ben, on va pouvoir passer au sujet suivant. Donc, la gestion sécurisée des informations clients, donc la tenue de dossier. Donc là, c'est pareil, je vais pas en parler trop longtemps, mais il y a plusieurs écoles. Moi, ce que je vois très souvent, c'est, bon, la plupart des gens le font sur ordinateur. Parfois, donc c'est quand il n'y a pas encore de système, ça va être dans des choses comme Word ou voilà, un petit peu sur le disque dur de l'ordinateur de la personne. Très souvent aussi, il y a des gens qui aiment prendre des notes sur du papier. Euh, et puis évidemment, c'est possible de les déposer dans un logiciel sécurisé, donc infonuagique, en ligne. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs écoles. Nous, évidemment, ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir tout mettre dans un dossier sécurisé. Moi, ce que je propose parfois, parce qu'il y a des gens qui, quand ils démarrent avec Colib, ils ont plein de notes papier. En fait, c'est possible de prendre des photos, enfin voilà, de scanner tout ça, ou même
même on peut aller sur Colib avec son téléphone et prendre une photo et ça le met directement dans un dossier client. Et puis évidemment, après, bon, on parlera un petit peu de la loi de 25 et de la sécurité, mais euh, voilà. Je sais qu'il y a des résistances parfois, on va dire un peu psychologiques, où il peut y avoir un petit peu la peur de ce qui se passe en ligne, etc. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est beaucoup plus sécurisé que en fait en physique. J'ai déjà parlé à des cliniques qui ont eu des dégâts des eaux et il y avait tous les dossiers papier et là, c'était un peu une catastrophe. Ou même un disque dur, voilà, d'une personne ou d'un ordinateur, bah, ça peut avoir des problèmes parfois. Donc voilà, donc il y a toujours un petit peu ce débat-là. Mais, ça m'intéresserait aussi de savoir comment tu as abordé cette question au démarrage et comment tu fais aujourd'hui. Alors, je crois Oui. que ouais. Oui, c'est ça, excuse-moi, le micro était fermé. En fait, tu sais, ce que tu nommes le fait de la réticence ou la crainte, moi, je me souviens très bien au départ, la première fois qu'on s'est parlé, que je t'avais mentionné ça. Parce que, bon, venant du milieu public, dans les hôpitaux, c'est encore, ben, ça commence à changer, mais c'est très long, c'est pas facile, et c'est papier. Fait que moi, ça faisait plus de 10 ans que mon dossier client, là, je l'avais dans mes mains, là. Fait qu'on dirait que de tout à coup, plus l'avoir dans mes mains, ça m'a amené une petite crainte. Puis j'étais comme, ouais, mais là, d'un coup, que ça se perd, etc. Puis, tu sais, tu m'avais mentionné, ben oui, mais un dossier papier aussi, ça se perd, tu sais. Fait que je pense que, bon, de nos jours, ceux qui démarrent actuellement ou qui sortent de l'école, bien honnêtement, eux, je crois pas que ce soit même pour eux, avoir du papier, c'est ça qui serait le non-sens parce que de nos jours, on fait tout électronique. Donc, je suis passée à l'électronique, puis comme tu dis, j'ai pris des photos des quelques dossiers déjà que j'avais ouverts. Je n'avais pas une tonne à ce moment-là quand j'ai basculé vers Colib. Donc, j'ai pris des photos. Il y a même des dossiers que si c'était fermé, je les ai laissés papier. Mais bref, j'ai basculé. C'est vraiment le fun d'avoir tout à la même place, là, vraiment. Puis de pouvoir échanger ces documents-là aussi facilement avec les gens parce qu'ils sont déjà en format électronique. Donc, on n'est pas en train de dire, bon, ben, il faut, par exemple, scanner puis envoyer, là. Tu sais, on s'entend, on n'a plus besoin de faire ça. Euh, les formulaires aussi, hein, c'est ça, tu sais, de dire, faut que je l'imprime, faut que je le signe, faut que je le scanne, faut que je le renvoie. Je veux dire, c'est une perte de temps incroyable. Alors que là, avec ça, la tenue de dossier centralisée, on peut aller faire signer des documents aux gens en ligne. On peut contresigner même facilement en cliquant sur un bouton, une signature qui est déjà enregistrée. Donc, c'est ultra rapide. Euh, donc voilà, c'est pas mal ça en fait sur la tenue de dossier. Je reviendrai pas en arrière, là, vraiment. Le fait que ce soit électronique et tout centralisé, c'est vraiment génial. Puis encore une fois, bon, on sauve du temps, donc plus de temps pour servir les patients, là. C'est vrai. Et oui, bah c'est rassurant de voir que voilà, ta transition s'est bien passée. Puis c'est Ouais, aussi voilà une évolution. C'est vrai que je pense que tu parles des nouvelles générations. Je pense que ça devient naturellement. Moi, c'est c'est vrai que je ça. me rappelle au début, enfin, ça m'arrive aussi de parler avec des praticiens qui ont déjà 20, 30 ou plus années de pratique. Et Mhm. forcément, il y a ce côté habitude et puis ouais, on s'attache à ces habitudes, ce qui est tout à fait normal, je Oui. pense. Voilà, donc, puis alors, je crois pas que c'est pour les orthophonistes, mais j'ai entendu quelqu'un parce que en fonction des différentes pratiques et des différentes provinces, il y a des régulations des collèges qui sont différentes. J'ai entendu qu'il fallait parfois jusqu'à 17 ans garder les dossiers des clients. Et Mon donc Dieu, là, tu non. peux Nous, c'est imaginer que 5 ans. Ouais, ça 5 fait ans. beaucoup de papier, beaucoup Ça, d'armoires. oui, ça accumule Euh, beaucoup. Faut une place pour les ranger, là. C'est Ouais. ça. Puis après, ça dépend aussi de la clientèle, parce que je pense avec les orthophonistes, vous avez une clientèle un peu plus récurrente, mais il y a Mhm. des clientèles comme ostéopathes où des gens Ah viennent une oui. fois, puis en fait, Oui. il faut garder, s'ils viennent une fois, il Oui. y a 17 ans de dossier à garder. Enfin voilà, je crois que c'était ça l'anecdote. Et Oui. Oui. ouais, Ça en fait énormément, là. Ça a quasiment pas de bon sens, en fait. C'est faut louer un local exprès pour mettre nos dossiers, c'est là. ça. C'est... Super. Alors, prochain sujet qui est un petit peu en lien justement avec la garde de données, c'est la loi 25. Alors, moi, je n'ai pas vocation à être un expert de la loi 25, hein. Je ne suis pas un expert légal ou quoi que ce soit, mais évidemment, quand même, en tant qu'éditeur de logiciels et qu'on on traite des dossiers clients et des dossiers patients tous les jours et dans le système, c'est quand même très important de comprendre comment ça fonctionne et de s'assurer de la sécurité. Donc, je vais juste donner quelques grandes lignes, mais déjà, comme je le dis, je suis pas un expert et c'est c'est très difficile d'être un expert de tout. Et donc,
en fait, je préfère pointer les gens au site du gouvernement. Donc déjà, il y a des lois fédérales, parce que la loi 25 a une mise à jour en 2022. Euh, c'est pour le Québec, évidemment. Il y a des lois aussi fédérales, donc comme PIPEDA au niveau du Canada. Puis après, chaque province, d'ailleurs pas toutes les provinces, mais des provinces ont leurs lois, comme il y a aussi l'Ontario, la Colombie-Britannique qui ont leurs propres lois un petit peu provinciales. Voilà. Ce qui est très important et dans les nouvelles choses, c'est que dans les nouvelles, on va dire, mesures qui sont arrivées surtout en 2022, désigner un responsable et s'assurer que, bon, quand on démarre son activité tout seul, le responsable, c'est soi-même, évidemment. Donc, c'est important déjà voilà, de comprendre ce qu'est la loi 25, quelles sont euh, euh, on va dire, les obligations à suivre. Je pense que les sites de l'AQA et de l'OAQ, donc du collège, ont des aides-mémoires, enfin, ou des guides qui aident. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de dire il faut connaître tout ligne par ligne, c'est vraiment plus d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les grandes choses importantes à mettre en place. Mais évidemment, sécuriser les données, ne connecter que l'essentiel, s'assurer du chiffrement des données qui sont gardées de manière électronique, donc que ça soit sur un disque dur ou en ligne. En ligne, c'est beaucoup plus simple en général puisque le logiciel, comme nous par exemple, mais les autres aussi, j'en suis sûr, le font, c'est-à-dire le font pour vous. Euh, et puis voilà, bah, après obtenir le consentement des clients, ça je suis sûr que bon, je suis certain que vous êtes sensibilisé à ça dès les études, etc. Mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et surtout, je dirais continuer de s'informer régulièrement, voilà, d'aller voir la loi, de suivre. Parfois, il y a des articles qui sortent, parfois il y a des mises à jour. Donc, c'est un, c'est pas juste regarder une fois. Je pense que c'est vraiment dans la durée. Et puis surtout garder ça en tête et puis essayer de regarder à chaque fois qu'on utilise aussi un nouveau service, quelle est la conformité? Est-ce que bah, il y a des équivalents aussi aux États-Unis. Dans le monde du logiciel, il y a beaucoup de logiciels qui viennent des États-Unis, donc qui sont hébergés aux États-Unis. Alors la loi là-bas est à peu près similaire, hein, donc elle protège, quand ça protège avec HIPAA, les données de santé, mais c'est quand même un hébergement qui va être sur le sol américain, donc ça change des choses. Souvent, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais si voilà, il y a des procédures, etc., bah, c'est pas la même chose d'héberger ces données sur le sol canadien que sur le sol américain. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et puis peut-être, Élise, te laisser euh, expliquer comment tu as abordé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu t'es dit je démarre, Mhm. et puis oui, il y a des lois, il y a des régulations pour les données de santé. Ouais. Ben, c'est sûr que en étant en privé, j'ai quand même pris le modèle aussi qu'il y avait au public, c'est-à-dire qu'on est déjà habitué de demander le consentement pour évaluer, le consentement pour enregistrer, le consentement pour tout, en fait, ce qu'on fait, à qui on parle, etc. Donc, c'est sûr que de faire signer ces documents-là aux clients quand on les rencontre, c'était déjà, en fait, quand on est au public, souvent ça se fait automatiquement. C'est pas nous directement qui le font, mais ça reste présent dans la prise, l'ouverture des dossiers, etc. Fait que là, dans le fond, moi, je me suis évidemment munie d'une entente là, ou d'un consentement, en fait, que j'ai été chercher via des formulaires que j'avais déjà eus, qui existaient déjà, via d'autres collègues aussi, demander qu'est-ce que vous avez mis dedans, etc. Puis, ben, c'est ça, j'ai tout mis, ce que je pense qui est nécessaire de demander le consentement, puis je l'ai fait signer, évidemment, encore là, en ligne. Donc, c'est super simple. Euh, sinon, en fait, moi, je verrais, tu sais, sur mon site Internet où j'ai mis la politique de confidentialité qui est disponible, qui explique c'est quoi les logiciels que j'utilise, c'est quoi ma façon de faire, le fait que les dossiers sont confidentiels, qu'une fois que c'est fermé, ben c'est ça, on les garde 5 ans, puis c'est éventuellement détruit, que les gens peuvent demander qu'on détruise, en fait, les données ou quoi que ce soit avant, tu sais. Puis comme moi, je suis toute seule, ben c'est facile, c'est moi la responsable, là. Donc, j'ai pas eu à désigner personne. Mais j'avoue que sinon, globalement, la loi 25, je peux pas dire non plus que je la connais très bien. J'ouvre mes oreilles, je fais pas de recherche. J'ouvre mes oreilles, puis quand j'entends des choses, je me dis, bon, ben est-ce que moi, j'ai mis ça en place ou bon. Puis effectivement, c'est un travail là, à long terme parce que ça va toujours être à peaufiner, là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que personne n'est vraiment un expert à 100%, enfin, sauf C'est ça. peut-être les personnes qui l'écrivent. Mais Même voilà, à et ça, quand on lit, c'est pas c'est pas l'attente. toujours Je pense que clair. on n'est pas censé être un expert, mais effectivement être sensibilisé et savoir qu'on fait vraiment.
le maximum de ce qui est recommandé au moins par l'ordre, et puis C'est ça. c'est Ouais. déjà bien. Parce que j'ai vu aussi des cas de personnes qui démarrent et qui vraiment ont quasiment aucune notion de ça, ou même qui ont des notions mais se rendent pas compte que en fait ils utilisent des procédures qui vraiment sont un petit peu plus risquées, on va dire. Euh, Ouais. donc voilà. Ben, c'est sûr que pour les orthophonistes et audiologistes, comme tu l'as dit tantôt, on est déjà très conscientisé à ça pendant notre Ouais. formation, même dans notre formation continue, au niveau de l'éthique, la déontologie, on a un code strict, etc. Fait que souvent, on a déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais la loi 25 est venue quand même régir peut-être un petit peu plus tout ce qui se trouve en ligne, justement, parce qu'avant, c'était moins en ligne. Euh, donc, c'est plus cet élément-là qui est peut-être un peu nouveau, là. Parfait. Eh ben, ça nous fait une transition toute trouvée avec justement le prochain sujet qui est la visibilité en ligne pour son activité. Donc, quand on démarre, comme tu en parlais un petit peu au début, évidemment, il y a une des choses importantes, c'est de pouvoir trouver des clients. Donc, comme tu le dis, il y a certaines spécialités où il y a beaucoup de demandes. Mais même s'il y a beaucoup de demandes, bah, ça ne veut pas dire que les clients vont arriver tout de suite. Donc, je pense que voilà, il y a cet aspect d'avoir une présence en ligne, donc de se présenter, de pouvoir un petit peu décrire qui on est, son activité. C'est quelque chose qu'on peut faire dès le départ. Moi, je vois très souvent des cas de praticiens qui démarrent et qui veulent faire un site, ce qui est à peu près normal. Mais c'est vrai que un des conseils que je donne, c'est, enfin, c'est plutôt une observation que je vois un petit peu au quotidien. Préparer et mettre en ligne un site, c'est beaucoup de travail. C'est aussi de l'argent parce que souvent, c'est pas les compétences de l'orthophoniste de fabriquer un site internet, même s'il y a évidemment, il y a des gens qui sont très à l'aise avec la technologie. Mais dans tous les cas, ça prend beaucoup de temps. Et nous, on propose avec Colib comment, ce qu'on appelle la page web, qui est vraiment un champ de texte où on peut mettre du texte, des images, etc. Et on va dire que ça remplace pas un site qui a on va dire plusieurs pages, etc. Mais c'est vraiment la partie du démarrage on a créé ça parce qu'on a vu justement que le site, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et quand on a envie de démarrer, voilà, je démarre mon activité, puis je veux voir des clients la semaine prochaine, dans 2 semaines, puis ça serait bien que les gens puissent voir un petit peu ce que je fais, qui je suis. Bah nous, voilà, on propose cette option-là qui en général prend plutôt 30 minutes, 1 heure ou pas beaucoup plus avec le système. Et puis après, plus tard, quand les choses grandissent, c'est possible d'avoir un site beaucoup plus poussé. Et après, pour le en ligne, je dirais que moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment se lister dans les répertoires existants. Donc, il y en a, bon, pour l'orthophonie, l'audiologie, évidemment. Il y en a pour pas mal de professions. Parfois aussi, localement, avec les municipalités, il peut y avoir des registres de praticiens. Et quand on est, bon, s'imagine si on est dans une grande agglomération comme Montréal, il y a beaucoup de volume, beaucoup de gens, mais dans des zones un peu plus rurales, où il y a moins de praticiens aussi, bah, ça peut être très bien parce que tout de suite, ça va permettre de se démarquer et voilà, les gens qui vont chercher vont voir, ah, sur la carte, il y a telle personne ici, et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça va pouvoir amener des clients. Et puis, dernier petit point sur les médias sociaux, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout dans les voilà jeunes générations, puis même voilà, on va dire même plus besoin d'être très jeune en fait pour faire des médias sociaux. Tout le monde en fait un petit peu. Mais ce que je dirais, c'est que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps aussi, et peut-être qu'on s'en rend pas compte au départ, mais c'est voilà, c'est en tout cas à ne pas négliger parce que c'est un effort important. Et voilà, c'était un petit peu ça mes observations sur ce point-là. Et pareil, Élise, j'ai hâte de savoir quel a été ton parcours sur ce sujet. Oui. En fait, moi, première chose que j'ai faite, c'est faire mon site Internet parce que pour moi, c'était vraiment important, évidemment, que les gens puissent me trouver. Ça donnait une image aussi de la clinique, puis une certaine crédibilité, je dirais. Personnellement, moi, quand je cherche des services, puis que le site Internet est difficile à trouver ou que c'est tout croche, déjà, je suis comme, ah, tu sais, il me semble que j'aime bien quand c'est très convivial, que c'est magique, que c'est joli et tout. Je trouve que ça donne vraiment une belle idée du service qui va être rendu. Fait que, personnellement, moi, je trouvais ça important d'en faire un. Moi, bon, l'histoire est que je revenais de congé de maternité, donc j'avais du temps pour moi et j'étais pas pressée là, de voir mes premiers clients parce qu'en fait, j'ai fait ça pendant l'été puis mon loyer commençait en septembre. Donc déjà, j'étais dans créer et monter tout ce qui était plus
publicité, administratif, etc. Donc, j'ai pris le temps de le faire moi-même avec, moi, je l'ai fait avec Wix. Mais c'est long. C'est très long. C'est super convivial comme plateforme, ça se fait bien, mais c'est très long pour que ça donne vraiment un rendu professionnel, là, puis que tout soit la même écriture, les couleurs, etc. C'est beaucoup de travail. Puis comme je disais tantôt, quand on commence, on n'a peut-être pas nécessairement beaucoup de moyens. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de le faire moi-même. Par contre, là, on est 2 ans plus tard, je suis en train de le faire refaire par quelqu'un qui part de ce que moi j'avais déjà fait puis qui va le bonifier avec, bon, j'ai une vision aussi plus claire de ce que j'offre et tout. Donc, quelqu'un va le refaire pour moi. Donc, à ce moment-ci, je me sens plus à l'aise là, de le déléguer parce que c'est ça, c'est très long. C'est une façon, oui, de me trouver. Quoique moi, tu sais, dans la publicité ou comment se faire connaître, moi, je passe beaucoup par les médecins, les dentistes. Donc, ça a été beaucoup ça, mes démarches là, Ah de oui, me faire d'accord. connaître Mm. de eux qui ne vont pas aller voir mon site Internet. Tu sais, ils vont plus entendre que moi, je suis dans la région, je fais tel service. Ils peuvent donner mon nom avec peut-être d'autres noms d'orthophonistes dans la région. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui Google des choses, ben là, au moins, le site existe puis ils peuvent me trouver de cette manière-là. C'est pas évident non plus de sortir dans les algorithmes, donc ça, c'est beaucoup de temps aussi, Ouais, puis on peut aussi le déléguer, hein, parce qu'on n'est pas des spécialistes de comment les algorithmes fonctionnent. Mais on peut avoir un très, très beau site, mais pas faire trouver. Donc ça, il faut faire attention. Puis, les médias sociaux, je suis pas rendue là. Moi, personnellement, tu sais, quand tu mets là, que c'est beaucoup de temps, c'est ouais, énormément de temps. c'est vrai. Euh, euh, J'imagine que si on veut peut-être faire beaucoup de la prévention, c'est intéressant parce qu'on va rejoindre les gens de cette manière-là facilement. Mais pour aller chercher de la clientèle, moi, personnellement, je pense que ce serait trop d'efforts de ma part pour le peu de clients que ça me C'est rapporterait. ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je vois aussi. J'ai vu des praticiens qui vraiment entretiennent des audiences, mais c'est plus je pense que c'est plus de la notoriété, c'est plus pour être connu, euh, parfois les gens vont penser à eux ou ils vont pouvoir se faire des contacts dans le domaine, mais vraiment pour avoir un accès direct à gagner des clients sur le court terme, Mhm. c'est vraiment probablement pas la meilleure solution. Maintenant, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est une création de marque et donc voilà, bah, au début, quand on démarre, créer une marque, c'est peut-être pas la première priorité, mais Mhm. quand même peut être quelque chose d'important. Donc, prochain sujet, gagner du temps avec l'automatisation. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de ce que nous, on fait avec le logiciel. Les verbatims qu'on a eu de plusieurs clients, c'est une division du temps administratif par 10 de quand on n'a pas de système versus utiliser un système. Et ça, en fait, c'est parce que ça va être un petit peu toutes les tâches administratives qui vont être prises par le système vont pouvoir être automatisées. Donc, on parle juste de quelques clics au maximum pour les communications. Donc, une fois que le rendez-vous est fait, ou le rendez-vous est pris, pardon, on va avoir des rappels. Donc, rappel juste après la prise de rendez-vous, puis rappel avant le rendez-vous, que ça peut être un jour, 2 jours à l'avance ou juste quelques heures. Euh, Ça va pouvoir automatiser donc l'envoi des formulaires, ça t'en as parlé un petit peu avant. Tout ça, en fait, ça va être fait en fonction du type de rendez-vous. Donc, si c'est un nouveau client, peut-être qu'il y aura un formulaire de nouveau client, formulaire de consentement qui vont être envoyés à l'avance, remplis et déposés dans le système avec les signatures. Et puis après, c'est pareil pour toute la partie, on en a parlé un petit peu avant aussi, mais facturation reçue, les paiements, puis aussi les exports pour la comptabilité. Donc quand on veut regarder son revenu, qu'on soit tout seul ou avec plusieurs personnes dans une clinique, c'est très important. Donc le fait de centraliser tout ça, ça va faire que il y a une information et en fait, on va pouvoir passer à travers toutes les étapes voilà, de la vie d'un rendez-vous, voilà, de la prise de rendez-vous au rendez-vous lui-même, puis après tout ce qui se passe après. Euh, voilà, je pense j'ai aussi eu des retours sur le côté professionnel et professionnalisant voilà, du fait d'avoir des courriels et des SMS qui sont un peu plus officiels et professionnels et automatisés. Il y a aussi le partage des documents ça encore, quand on revient à la loi 25, bon, ça dépend du niveau de conscience des praticiens, mais euh, ceux qui s'intéressent vraiment à comprendre voilà, la loi 25, qu'est-ce que c'est, il y a ce côté où, ah, mais j'ai pas vraiment envie de partager des documents ou des informations sensibles ou confidentielles par courriel. Donc voilà, donc il y a la possibilité aussi de faire ça à travers la plateforme ou une plateforme. Encore une fois, moi je suis habitué à Colib, mais je pense que c'est des choses qui devraient être disponibles voilà, avec
nos concurrents aussi, évidemment. Euh, et puis voilà, après la modernisation des opérations répétées au quotidien, c'est ça qui vraiment va faire gagner du temps. On prend l'habitude et puis voilà, les liens vers l'horaire, vers les notes, tout ça en fait est toujours connecté. Donc ça devient facile à la fois de déposer de l'information et aussi surtout de la trouver quand, euh, euh, quand on en a besoin. Et puis après, voilà, on pourra parler un petit peu de tout ce qui est prise de notes, dictée, intelligence artificielle, mais ça c'est le prochain sujet. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir aussi ton avis sur l'automatisation, le gain de temps, même Mhm. si c'est des choses qu'on a un petit peu couvertes. Voilà, quel a été ton parcours Ouais. pour ça? Ben, concrètement, en fait, c'est ça, c'est de sauver du temps. C'est évidemment de prendre le temps de découvrir toutes ces fonctionnalités-là. Ça aussi, ça prend du temps, c'est certain, mais un coup qu'on l'a Ouais, c'est vrai. compris puis qu'on l'utilise, c'est tellement rapide. Puis tu sais, toi, t'es là ou toujours, en tout cas, pour m'aider. Là, quand j'ai des questions, comment je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça? La réponse, c'est souvent oui, tu peux le faire. C'est juste que j'avais comme pas encore découvert comment le faire. Puis là, ben, je comprends, OK, ben parfait, maintenant que je le sais, je le mets en place, puis j'y pense plus, tu sais. Fait que, tu sais, oui, effectivement, la prise de rendez-vous, dès que je mets les infos du client puis que je prends un rendez-vous dans l'horaire, ben, dès que je fais sauvegarder, c'est parti, la confirmation du rendez-vous. Moi, j'ai choisi de faire des rappels 48 heures avant pour vraiment laisser le temps aux gens d'annuler ou de modifier au besoin sans frais. Fait que ça leur laisse amplement le temps en 48 heures là, de virer de bord au besoin. Puis même, tu sais, mes formulaires, ben, je les ai déjà mis dans chaque type de rendez-vous. Donc, je peux juste choisir dans une liste déroulante, c'est tel type de rendez-vous. Boum. Donc là, quand ça arrive dans mon horaire, je sais exactement ce client-là, il consulte pourquoi. Tu sais, je suis pas obligée d'aller revoir ailleurs. C'est tout à la même place. Puis c'est ça, mes formulaires, moi j'ai déjà mis des liens dans la confirmation du rendez-vous et dans le rappel. Donc la personne, elle a juste à cliquer, à les signer. C'est super convivial. Maintenant, il y a encore plein de gens qui le font pas nécessairement. On dirait que... Mais ça, c'est un bout qu'on peut pas contrôler, C'est tu sais. ça. Ouais. Puis au pire, je les fais signer papier dans mon bureau là, au besoin, mais au moins, il y a bien des gens qui le font aussi directement. Puis aussi, les rapports, dès que je les mets dans le dossier ou dans le dossier client, dans le fond, dans Colib, ben c'est ça, je le partage. J'ai pas à aller écrire un courriel en séparé. Voici votre rapport d'évaluation. Tu sais, ça s'en va directement. Fait que, tu sais, tout est relié, tout est à la même place. Donc, c'est sûr qu'on sauve énormément de temps. Personne, pas besoin d'engager quelqu'un pour le faire à notre place non plus. Là, tu sais, comme tu dis, c'est quelques clics, puis c'est Mhm. tout. La seule chose que j'ai pas trop utilisée encore, c'est ça, c'est la dictée avec l'intelligence artificielle. Fait que tu vas en parler là, peut-être un petit Ouais. peu plus de ce qui est possible. Personnellement, mon expérience avec ça, ça n'a jamais été trop concluant. Peu importe que ce soit dans Colib ou ailleurs, Mhm. je suis jamais satisfaite du verbatim qui est écrit, même que des fois, je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais dit ça. Pourquoi c'est écrit ça? Fait qu'on dirait Ouais. que je suis comme, bah écoute, je vais l'écrire moi-même, puis je me suis dotée c'est ça, là, je me suis cadrée sur comment je prenais mes notes, etc., pour être le plus efficace possible, puis pas prendre trop de temps en plus de la rencontre. Mais c'est ça. Mais je sais que ça s'en vient, je sais qu'il va falloir s'y familiariser, mais je sais aussi que ça va s'améliorer dans le temps aussi, là, C'est la vrai, ouais. précision de ces choses-là, là. Fait que c'est le bout où j'ai moins exploré, puis il y a peut-être un peu des craintes ou tu Ouais, sais, bah c'est normal. Je pense que c'est le sujet voilà, oui, notre dernier sujet justement, c'est autour de ça. Alors pas que ouais, l'intelligence artificielle, mais en général la technologie. Mais effectivement, je pense que les notes, c'est vraiment quelque chose qui est un grand enjeu, on va dire, pour les orthophonistes, pour beaucoup d'autres ouais, pratiques aussi, parce que voilà. Enfin moi, ma conjointe est aussi orthophoniste et je sais en l'observant que la prise de notes, c'est vraiment peut-être la partie qu'elle préfère le moins. Je sais pas s'il y en a, si c'est différent pour d'autres orthophonistes, mais il y a toujours, voilà, elle adore être avec des clients. C'est vraiment, elle vit pour ça. Enfin, même je le vois, parfois je l'entends parce que c'est pas très loin. Donc ça, c'est vraiment la partie fun. Et puis après, la prise de notes, c'est, ah, ouais, je suis en retard, il y a tant de notes, j'ai pris des petites notes papier, mais il faut les remettre dans le système et tout ça. mhm, Et donc, moi, quand je vois ça au quotidien, forcément, ça m'influence aussi à vouloir quelque part trouver des solutions. Et donc, moi, mon angle, c'est un peu la technologie. Mais voilà. Donc, quand on va parler des notes, alors il y a des choses, juste pour revenir sur les notes, qui sont utilisables, qui sont pas, même pas l'intelligence artificielle, mais juste, par exemple, on peut faire des modèles de notes, on peut déjà avoir des structures. Donc, déjà, ça, c'est une première chose qui est, voilà, oui, il n'y a pas de machine.
il y a quand même une machine qui est là pour fabriquer le site, hein, évidemment, enfin, ou le faire tourner, mais il n'y a pas de machine qui va générer quelque chose. Donc ça, c'est peut-être plus, ça peut faire moins peur, on va dire, quand on démarre et voilà. Voilà. Donc, pour rentrer sur le sujet de l'intelligence artificielle, moi, je préfère quand même avoir une approche nuancée, parce que, bah, à la fois pour les praticiens, mais aussi pour moi-même, euh, on va dire que ChatGPT, c'est quelque chose qui a explosé, qui a révolutionné un petit peu ce qu'on a compris de, oh, une machine peut faire ça. Je pense que ça fait bientôt 2 ans maintenant, c'était vraiment début 2023 que ça a commencé à être très répandu. Évidemment, il y a beaucoup d'outils comme ChatGPT ou d'autres qui sont des outils un peu plus grand public, commerciaux et faciles d'accès. Et là, il faut faire attention parce que c'est bien pour tester, pour s'amuser. Même, on peut avoir déjà du très bon contenu, des très bonnes réponses. Par contre, il faut vraiment garder à l'esprit que ces machines-là ou ces outils-là qui sont accès grand public, ce sont des modèles ouverts. Donc, ça veut dire que si je vais donner moi de l'information, le modèle va le retenir. Et donc là, il faut faire très attention à ça parce qu'évidemment, quand on parle d'informations de santé, ou d'informations confidentielles. En fait, j'ai entendu souvent des gens dire, voilà, vous mettriez pas, enfin, vous donneriez pas vos accès de compte bancaire ou quoi que ce soit à quelqu'un, bah, faut surtout pas le faire. Enfin, faut traiter euh, un outil comme ChatGPT ou les autres. Encore une fois, je parle des modèles grand public, parce que la donnée qui est entrée est une donnée qui peut être gardée. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont fait cette erreur-là au début. Je sais qu'il y avait eu des informations de Samsung, on va dire corporate, qui avait été, il y avait une histoire comme ça où ils avaient révélé où ils avaient donné des informations confidentielles dedans, pour améliorer le contenu. Puis en fait, bah, une personne autre a posé une question sur ce sujet-là et a eu des informations qui n'auraient pas dû être partagées. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Euh, L'IA fait des erreurs aussi. Alors, quand on parle de la dictée, c'est pas vraiment l'IA générative type ChatGPT, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est un ordinateur qui va transformer de la parole en texte. Donc, forcément, il y a des erreurs. L'IA fait des erreurs. Ça, c'est vrai que même nous, on a une fonctionnalité d'IA. On dit toujours aux gens, voilà, il faut relire. Évidemment, l'IA est de plus en plus performante, mais évidemment, c'est pas un humain, et votre jugement humain va pas être remplacé par la machine. Sur des choses plus basiques, oui, elle est capable de très bien raisonner, mais et aussi de consommer de l'information et de la redonner. Mais il y a toujours une partie de contextualisation qui, voilà, est propre encore à notre cerveau, donc on n'est toujours pas remplacé par la machine. Euh, voilà, donc je pense que c'est bien d'appréhender le phénomène quand même parce que c'est impactant dans nos vies, c'est partout. Je pense qu'il y a énormément de gens qui utilisent ces outils-là maintenant et il y a du bon quand même, il y a du gain de temps encore parce qu'on parle toujours de gain de temps et d'efficacité. Voilà. Et donc, mais moi, je peux parler un petit peu de ce qu'on a fait à Colib. Donc, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, début 2024, qu'on a mis en place justement pour les notes, parce que pour cette question-là, on sait que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, en fait, la différence de ce qu'on a fait versus ChatGPT, c'est tout est dans un environnement fermé. Donc, ça veut dire que la donnée qui est entrée, en fait, on va dire qu'on a une machine qui écoute la conversation. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, c'est vraiment juste en anglais, c'est speech to text, donc vraiment la parole vers le texte qui va écrire un transcript, comme on peut le voir aujourd'hui, hein, si vous allez sur n'importe quel réseau, YouTube ou même il y a des sous-titres autogénérés, ça devient de plus en plus courant. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, nous, on a une machine qui va transformer ça en résumé. Et ensuite, ce résumé va pouvoir être déposé dans un dossier client sous un modèle comme SOAP ou voilà. Donc, mais tout ça, en fait, est fait de manière sécuritaire dans le sens où c'est dans un environnement fermé. Donc, la donnée qui est entrée ne va jamais ressortir ailleurs que dans le dossier client sur lequel elle est déposée. Donc ça, c'est vraiment euh, évidemment très important. C'est pour ça aussi qu'on a pris 1 an avant de pouvoir sortir une solution comme ça, puisque évidemment, on n'utilise pas les modèles comme ChatGPT ou les outils grand public, mais c'est vraiment des outils professionnels qui sont faits pour protéger la confidentialité des données de santé. Voilà. Donc, en résumé, je dirais que c'est des choses voilà, qu'on va pouvoir appréhender petit à petit, qui vont pouvoir amener
du gain de temps, de l'efficacité, qui remplacent pas l'humain et qui peuvent faire des erreurs. Donc voilà, je dirais, c'est une approche un petit peu euh, mitigée, mais quand même très intéressante. Et donc voilà, Élise, comme tu l'as dit un petit peu, je sais que tu parlais du fait que pour l'instant, tu n'en es pas encore là. Mhm. Je pense que ça prend du temps un petit peu d'appréhender ça, mais voilà, si tu as un avis ou si tu as essayé Ouais. des choses, ou même juste en dehors du contexte clinique, quelle a été ton expérience avec l'IA? Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as Ben, en essayé? fait, même, ben, j'ai pas tant essayé en dehors d'un contexte clinique. J'avoue que c'est vraiment dans ce contexte-là que moi, je le découvre tranquillement. J'utilise ChatGPT, le Open AI, là, dans le sens pour faire du matériel de thérapie, tu sais, dans le sens que je donne-moi Ouais. 10 commence par tel son parce que je veux donner une liste de moi à mon client ou ponds-moi un texte qui parle de tel sujet parce que mon client aime tel sujet. Donc déjà avec ça, c'est incroyable le temps qu'on peut sauver quand je remonte à, mettons, il y a 10 ans quand je faisais du privé ou ma liste de mots, ben, fallait que je la trouve, que je la sorte de ma tête, là, où ça pouvait me prendre bien plus de temps. Je pouvais pas nécessairement donner à mon client un texte qui l'intéressait lui parce que j'avais pas des textes sur tous les sujets du monde entier. Ça, vraiment, là, v- énorme. On sauve vraiment beaucoup de temps. Mais pour moi, c'est vraiment de générer du matériel de thérapie. Sinon, j'ai déjà essayé de générer une image aussi avec ChatGPT. Ça n'a pas été très. J'arrivais pas à voir ce que je voulais, là. Ouais. C'était toujours un peu trop à gauche, à droite. Puis c'est ça, il y a cet aspect de, comme tu dis, d'entraînement ou de mémoire. Donc là, plus je m'éloignais de ce, tu sais, ou plus je donnais comment dire, des instructions spécifiques à partir de ce qu'il m'avait donné pour essayer de rejoindre ce que j'avais demandé au départ. Mhm. C'est comme si on s'en éloignait progressivement, puis j'ai juste fait, OK, bon, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, mais j'ai pas eu de succès là, pour ce qui est de l'image, mais même à ce niveau-là, générer des images, parce que nous, on veut faire souvent parler nos clients, Mhm. donc leur Ouais. montrer une image, d'écrire, etc., c'est super utile. Puis encore là, on peut viser ce que les clients aiment, mais à date, moi, j'ai pas eu de succès. Ça va venir, puis je vais continuer à me pratiquer tranquillement, mais ça n'a pas Bah, c'est bien, fonctionné. c'est bien en tout cas d'avoir essayé. Je pense que c'est important d'avoir cette curiosité dans tous les Ouais. cas. Puis, comme tu dis, ouais, pour générer des images. Et puis, c'est vrai que le prompt, on entend souvent ce terme-là comme un peu la clé de ce qui va être généré. Effectivement, plus le prompt va être précis ou Mhm. détaillé sur le besoin ou même la situation, ou voilà, plus le résultat va pouvoir être euh, performant, on va dire. C'est vrai qu'après, il y a aussi d'autres. Je sais que ChatGPT, au début, il faisait même pas d'image. Moi, j'avais essayé sur Midjourney. C'était un peu je pense, l'outil le plus Mhm. connu au départ pour ça. Et c'est vrai que c'était assez fantastique quand même, les choses qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que j'avais remarqué sur les images que, en fait, c'est vraiment, quand on va sur quelque chose de typique, c'est assez facile d'avoir un résultat qui est bon. Ouais. Et quand on demande quelque chose d'un peu beaucoup plus spécifique. Là, la Mhm. machine, parce que encore une fois, c'est des choses qui sont fabriquées avec des exemples. C'est-à-dire qu'une machine qui a vu des milliards d'images. Donc, si on lui dit, voilà, un cheval dans un champ, bah, ça, c'est quelque chose qu'elle a déjà vu plein de Ouais. fois, donc elle va pouvoir le faire très bien. Si on lui demande quelque chose sur la Lune qui a jamais été vu, bah là, elle va devoir un peu plus imaginer elle-même. Et là, C'est c'est ça. là qu'on a des choses un peu plus euh, surprenantes, peut-être. Mais C'est ça. Puis je pense qu'il faut le voir aussi comme étant une personne, c'est-à-dire qu'un autre être humain, si je voulais qu'il me fasse un dessin, je pourrais pas m'attendre à ce que ce soit exactement ce que je veux, à moins d'avoir été ultra précise, c'est tu sais. ça. Fait il faut le voir aussi comme Et ça, là. dessine-moi un mouton, Ben, c'est ça. on dit. Ton bouton, il peut avoir l'air de plein de Ouais. choses différentes, là, tu sais. Fait que donc, veux pas, moi, c'est pour sauver du temps, mais encore là, il y a du temps à devenir habile avec ça, du temps à découvrir, du temps à donner les bonnes instructions du premier coup, mais c'est en se pratiquant. Puis c'est pour ça que je le fais une fois de temps en temps. Quand j'ai un besoin, je vais le faire. Puis ben, c'est ça, ça va devenir de plus en plus performant, de plus en plus précis, puis on va vivre avec ça, on n'aura pas le choix, comme tu as dit, là, ça va faire partie de notre quotidien. Puis c'est ça. Pour ce qui est des notes, personnellement, j'ai pas eu trop de succès. C'est ça, c'est comme si c'est pas exactement ce que moi je cherchais ou c'est pas formulé Mhm. comme je le voulais. Mais encore là, c'est une question d'entraînement aussi, je pense, de dire à l'intelligence artificielle. Puis là, ben, c'est sûr que là, toi, elle est générale, donc c'est pour tout le monde, là, tout le monde. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins dans nos C'est petits ça. contextes Ouais. cliniques, là.
C'est Ça, ça c'est vrai que l'affaire. c'est un point très important parce que nous, elle est générale, mais elle est quand même très entraînée et spécifiée sur le contexte clinique. Oui. Donc moi, je l'utilise parfois quand je parle à des clients, je fais des démos, mais c'est un contexte différent, mais j'ai des résultats, voilà, quand même intéressants. Mais c'est vrai que faut garder à l'esprit que ça fonctionne sur un aspect conversationnel, c'est-à-dire que on parle sur du langage, et bon, et là, les experts du langage, c'est vous, hein, mais euh, et donc, on lui demande aussi de s'intéresser maintenant de plus en plus au langage non verbal. Mais encore une fois, Mhm. là, l'IA va pas l'IA ne va pas analyser la vidéo, donc les gestes. Mais elle va pouvoir quand même en fonction de la façon de parler de la personne, Ouais, commencer à donner un petit peu d'instruction. Maintenant, c'est vrai que dans l'orthophonie, euh, c'est vrai que pour des psychologues, c'est super parce que c'est conversationnel et on parle de ça et ouais. voilà, il y a des problèmes, etc. Mais Mhm. tout est dans le langage. Alors que pour vous, peut-être que parfois, il n'y a pas de langage. Et donc C'est là, ça. je sais que ma partenaire aussi travaille avec des enfants qui ont des pathologies plus lourdes, donc qui sont non-verbaux. Donc là, forcément, une IA qui C'est travaille ça. avec le langage, ça va pas pouvoir faire grand-chose. Ouais. En tout cas, pour résumer ce qui s'est passé. Euh, Oui, voilà, c'est ça. donc évidemment, il y a des Effectivement. limites à ce niveau-là, mais Ouais. ouais, super. Eh bien, voilà, donc voilà qui conclut notre émission aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment te remercier, Élise. C'était un grand plaisir de t'avoir et d'avoir cette conversation avec toi. Ben oui, merci à toi de m'avoir invité. Bah, bien sûr, avec plaisir. Et voilà, donc je remercie également toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Juste pour vous dire que voilà, donc Orthophonie Vocalise, donc c'est l'entreprise de Élise et donc Colib. On a un partenariat spécial avec l'AQOA, donc les partenaires. Et donc si vous utilisez les liens qui sont affichés à l'écran, donc le colib.io/AQOA, on a une offre spéciale pour les membres. Euh, donc c'est moins 10% sur tout la souscription, quel que soit le plan. Et il y a 2 mois aussi d'essai gratuit de Colib, ce qui est, voilà, on a un essai gratuit 30 jours pour tout le monde, mais pour les membres de la QA, c'est doublé. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, moi je suis disponible. Si vous utilisez le lien avec le slash démo, ça vous permettra de prendre rendez-vous avec moi sur Colib et pour voilà, discuter de votre cas, de votre démarrage d'activité. On a un plan spécial justement pour les gens qui sont en démarrage, qui en fait est un plan où on paye par rendez-vous. Donc, au lieu de payer une souscription mensuelle pleine, en fait, ça va permettre de payer par rendez-vous. Donc, si vous faites 0 rendez-vous, il y aura même pas de charge pendant un mois. Et puis, sinon, c'est 2 dollars par mois. Pardon, 2 dollars par rendez-vous. Donc, voilà, ça permet voilà, de démarrer sans avoir trop de frais, mais en bénéficiant quand même de tout le système. Voilà. Donc encore merci pour votre attention et puis ben, je vous dis à bientôt sur Colib ou à une des conférences ou un événement de la QA. Ça sera un grand plaisir de vous rencontrer.